Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto Grand Prix. N'hésitez déjà pas à vous abonner. C'est pas très français ce que je viens de dire. N'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne. N'hésitez pas à mettre la petite cloche également pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Puis on va commencer tout de suite pour faire le débrief de ce dernier Grand Prix. Les 8 éléments à retenir du Grand Prix du Portugal. Mais avant tout, un petit bilan de cette saison 2020. Petit bilan global. Je trouve quand même que la MotoGP s'est moins bien débrouillée que la F1 au niveau de la Covid-19, c'est-à-dire au niveau de la gestion de la crise. Pourtant, ils avaient plus de temps pour se préparer. Et malgré tout, la saison ne fut qu'européenne, fut quand même vraiment en Espagne et à peu près dans la même région du globe, quoi. On va dire, c'était l'Ouest, l'Europe de l'Ouest. Donc ça, c'est un petit peu triste de ce côté-là. Ça manque, enfin, on a eu quand même 14 Grands Prix, on peut se dire, ce qui fut quand même quasiment un miracle. Mais je trouve que la Dorma s'est moins bien débrouillée que la MotoGP, que la Formule 1, pardon. Du côté de pourquoi je vous annonce un petit bilan là, je vous fais un petit bilan parce que c'est pour vous dire tout simplement qu'on va faire le bilan de cette saison de MotoGP comme l'année dernière, c'est-à-dire équipe par équipe. Je vais commencer à écrire tout ça là dans la soirée cet après-midi, pour tout vous dire, après cette vidéo là, le temps de la monter, et on fera un bilan équipe par équipe. Donc on commencera par Aprilia, en milieu il y aura Ducati, KTM, et puis à la fin il y aura Suzuki et Yamaha. Bilan pilote, voilà, on notera les pilotes, également les équipes sur leur gestion de la saison. Donc il y aura beaucoup de choses à dire de ce côté là, mais on commence tout de suite par les 8 éléments à retenir du Grand Prix du Portugal. L'élément numéro 8, c'est que le circuit de Portimao est un circuit absolument magnifique. Alors autant du côté de la Formule 1, j'avais apprécié, mais j'étais quand même un peu resté sur ma faim. Le Grand Prix n'avait pas été dingue non plus. Autant en moto, je crois que c'est un circuit qu'il faut qu'on reprenne chaque année. Vraiment, c'est un circuit fantastique avec vraiment une piste. Les mouvements de terrain rendent la gestion de l'accélérateur très complexe. On a des motos qui sont très souples en suspension, donc qui guidonnent pas mal en ligne droite. Les freinages sont pas faciles, surtout le freinage au premier virage. On a vu des stoppies. Enfin, vraiment, on a eu de la difficulté. Et je crois qu'il y a peu de circuits comme celui de Portimao qui, en moto, propose autant de difficultés. Donc, c'est vraiment un circuit que je souhaite revoir dans les années à venir en MotoGP. Parce que vraiment, c'est une piste magnifique. Qui fait que même quand on est en tête, c'est pas facile parce qu'il y a tellement d'endroits où vous pouvez chuter que ça peut être un enfer. Et pourtant, on a eu un Grand Prix avec peu de chutes au final, mais c'est un circuit absolument magnifique. 7. Le temps des au revoir. Et oui, c'était le dernier Grand Prix de la saison et cette année, il y a eu quand même pas mal de modifications au niveau des transferts, au niveau des pilotes, et c'était un peu le temps des au revoir entre Pol Espargaro qui quitte KTM, qui rejoint Honda, Danilo Petrucci et Dovizioso qui quittait Ducati, Jack Miller et Banaya qui quittait Pramac, Crutchlow qui quittait la MotoGP, Dovizioso aussi une année sabbatique. Yamaha avec Rossi qui quittait l'équipe officielle Yamaha avec Quartararo également qui quittait l'équipe Petronas. Il y a pas mal de mouvements en cette fin de saison, même Zarco qui quittait Avintia, et c'était un peu un Grand Prix un peu mélancolique, je dirais, du côté de la MotoGP où voilà, il y avait beaucoup d'émotions à l'arrivée de ce Grand Prix. Il y avait de la joie, certes, mais beaucoup d'émotions, surtout dans certaines équipes. Pol Espargaro, parce que il était là depuis le départ chez KTM, et forcément, en plus, il a rendu une belle copie, mais il a fait des très belles choses avec cette équipe, et il faut le souligner cette année. Mais voilà, il était un peu triste. Zarco aussi, parce que ça s'est bien passé chez Avintia, et forcément quand ça se passe bien, même si on est resté qu'une saison, il y a des amitiés qui se créent dans n'importe quelle équipe, même si la saison était très courte. Quartararo bien entendu, parce que c'était l'enfant, et puis des fins heureuses. Miguel Oliveira chez Tech 3, on ne pouvait pas faire mieux comme cadeau de départ. Mais voilà, c'était vraiment une ambiance particulière sur ce Grand Prix, ce que je voulais souligner.
Bradl a encore de beaux restes en 6, et oui, le pilote allemand qui nous a montré des très très belles choses lors de ce week-end de course, une qualification directement en Q2, et puis même lors du Grand Prix, il finit 7ème. Alors certes, ça faisait partie des rares pilotes qui avaient roulé en MotoGP sur cette piste lors du mois d'octobre, mais malgré tout, Bradl, il montre qu'il peut encore être performant. Et on avait des doutes, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, depuis le remplacement de Marc Marquez, ça n'avait pas été forcément facile. Mais quand tu regardes les résultats au classement pilote, il est devant Tito Rabat. Il est à égalité avec Iker Lecuona, même si ça joue sur quelques courses. Et puis il a bien fini la saison, Stefan Bradl. Il prend une 7ème place, mais il avait déjà fait 2 fois 12ème, une fois 8ème également. Donc voilà, une fois 8ème, c'était du côté du Grand Prix de France. Donc voilà, il y a eu des bons résultats du côté de Stefan Bradl. Il fait très peu de points d'écart avec Crutchlow, il n'y a que 5 points d'écart avec Crutchlow, et voilà, donc il faut le souligner. Il est devant Bradley Smith par exemple, du côté des remplaçants, devant Michele Perro, mais qui n'a pas fait beaucoup de Grands Prix, je tenais à souligner cette course, très bonne course. Il a été bon, il n'a pas fait d'erreur. Quand il y avait de la bagarre, il a montré les crocs aussi. Bradl, c'est finir dans de bonnes conditions. Et c'est important pour Honda d'avoir un pilote en plus ça va être un plus pour Honda, d'avoir un pilote d'essai qui a fait quasiment toute la saison, qui a fait 13 Grands Prix. 12 ou 13 Grands Prix, 12, parce qu'il n'a pas fait les 2 premiers, Bradl. Ça va être vraiment très important, parce que en niveau de sensation de pilotage, au niveau rythme, il a le rythme pour l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment très important pour Honda, d'avoir un pilote d'essai comme ça. Et puis il a montré qu'il pouvait rouler vite, parce que Bradl, que ça soit depuis qu'il avait quitté la MotoGP, en Superbike, ça s'était pas bien passé du tout. Et puis même en tant que pilote d'essai, les quelques piges qu'il avait pu effectuer, on ne l'avait pas vu très rapide. Donc on avait des doutes sur le niveau de performance de Stefan Bradl, et là il a montré qu'il pouvait encore être performant. Et donc on peut se satisfaire de ça. Et vraiment un pilote, moi j'ai toujours eu de la sympathie pour Bradl, parce que c'est un pilote qui est très sympathique en interview. J'ai toujours trouvé très sympathique. Il a été capable de faire des coups de génie à une époque où chez LCR on n'était pas encore très performant. Donc il faut le souligner aussi. Et j'étais un peu triste quand en Superbike ça s'était pas bien passé, parce que c'est un pilote qui était capable vraiment de faire des bons résultats, mais peut-être pas le mental, peut-être aussi des chutes qui m'ont coûté à des moments des blessures et mentalement, qui font que c'est vrai qu'il a parfois été en difficulté dans ses saisons précédentes. La décompression du champion. Et oui, il y a eu Admire qui a eu un Grand Prix compliqué. Alors, problème électronique lors de la course, il a perdu toute l'électronique. Il n'y a plus de traction control et plus d'aide. Et sur un circuit comme Portimao, ça devient très clairement inconduisible. Au niveau des capteurs, il fait une erreur au premier tour. En plus, il tape Francesco Bagnaia. Mais pendant tout le week-end, il n'a jamais été vraiment dans le coup. 20e sur la grille de départ, en étant avec un rythme simplement, un 10e derrière Savadori, un 10e seulement devant Tito Rabat, donc un petit peu compliqué pour Johan Mir. Après, ça peut se comprendre aussi, champion du monde. On a parfois un peu cette décompression quand on a été champion du monde avant la fin de la saison. Après, c'est parfois un peu compliqué pour les pilotes. Schumacher, par exemple, en 2004, je me souviens, avait connu une fin de saison un petit peu compliquée, où il avait eu du mal à se remettre dedans. Et je me souviens d'un Grand Prix de Chine qui avait été assez difficile pour Michael Schumacher. Ça a été le cas pour d'autres qui ont eu des fins de saison pas toujours faciles quand vous avez joué le titre avec beaucoup d'avance. Hamilton, par exemple, en 2015. Il a une fin de saison qui est pas simple, où Rosberg reprend totalement le dessus sur lui. Même Senna avait connu des fins de saison parfois difficiles. Ça arrive à n'importe quel champion, et même en MotoGP, Rossi n'a pas toujours bien fini ses saisons. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile
Parce que voilà, vous êtes champion du monde, il y a la joie, et des fois c'est compliqué de se remettre dedans, t'as un peu la tête dans les vacances. Surtout là, vu que c'était la dernière course de la saison. Et puis, c'est pas forcément un circuit qui convenait de toute manière à sa machine, parce qu'on voit que chez Suzuki, ça a été compliqué un petit peu comme chez Yamaha. Donc voilà, une décompression tout à fait compréhensible pour Johan Mir sur ce week-end de course. 4, Yamaha en galère. Ouais, c'est une fin de saison un peu compliquée pour Yamaha. Yamaha en galère, Yamaha qui a connu un week-end, le team officiel, pas loin d'être catastrophique. Hein. En qualif, c'est difficile. Hein. Vignales fait 8, Rossi n'est pas du tout dans le coup. 17ème. Et puis en course, ils font 11 et 12. Et encore, heureusement qu'en fin de course, Crutchlow perd énormément de rythme, un peu comme Fabio Quartararo. Mais sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux. Il y a... c'est difficile à dire cette Yamaha cette année. Une inconstance terrible pour cette machine, un manque de rythme phénoménal, et puis moteur pas là, châssis pas très performant, fiabilité pas vraiment très présente, des pilotes qui se plaignent énormément du management, surtout Vignales, mais je pense qu'il faut un peu... là on est sur une fin de cycle, et la fin de cycle Rossi, bon, il a été là très très tôt, et les membres de cette équipe-là étaient déjà présents pour la plupart quand Rossi a commencé chez Yamaha en MotoGP. Les Lin Jarvis et autres, ils étaient déjà là. Donc c'est avec Lin Jarvis, on peut se dire, est-ce que ça serait pas le moment d'arrêter ? Est-ce qu'il est toujours en capacité de réussir à donner le meilleur à cette équipe ? Je suis pas sûr. Et il y a des problèmes de management de toute manière. Le problème avec Lorenzo aussi, pilote d'essai mais qui n'a quasiment pas roulé cette année. Alors on espère que Crutchlow roulera plus, parce que c'est vrai que la stratégie qu'ils ont eue avec Lorenzo a été assez ubuesque. Le fait de quasiment pas le faire rouler. Alors je sais bien qu'il y a eu la crise de la Covid-19, mais même Guintoli a beaucoup plus roulé que lui. Donc il y a un moment, il faut aussi se remettre en question sur les choix au niveau réglage. Qui n'ont pas toujours été très bons, et puis des pilotes qui se plaignent très clairement du management. Un Vignales qui se plaint du management, ça sans se le cacher. Il a balancé ça dans la presse, donc ça va être compliqué, je sens, dans les mois à venir pour Yamaha, et j'espère qu'ils arriveront à retrouver vraiment du rythme, parce que c'est une équipe quand même c'est un peu comme Ferrari, ça fait mal au cœur de voir cette équipe en difficulté. Autant en difficulté, ça fait partie des équipes majeures du MotoGP, et donc de les voir sans solution, c'est un peu triste quand même. Un peu comme Yamaha, parce qu'à part Morbidelli qui s'en est sorti, c'est Quartararo dans le dur. Quartararo qui a vraiment été en grosse difficulté pendant tout le week-end de course. Alors certes 5ème en qualification, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière ça a été difficile en course. J'ai l'impression qu'il a connu le même problème qu'à Motorland, c'est-à-dire le pneu avant qui monte en température, qui prend trop de pression, et après il n'y a plus d'adhérence. Il n'y a plus d'adhérence parce que le pneu, quand il a beaucoup trop de pression, il n'arrive plus à se déformer pour générer de l'adhérence. Et donc là ça a été très compliqué pour Quartararo. À partir de la mi-course, surtout. À partir du moment où il se fait dépasser par Johann Zarco, ça devient vraiment très complexe. Puis après, il y a Vignales et Rossi qui le rejoignent. Même sur la fin de course, tu sens qu'il n'est pas en capacité de revenir sur Crutchlow. Alex Rins, il arrive à le gérer, mais vraiment en toute fin de Grand Prix. Donc ça a vraiment été une course compliquée, une fin de saison difficile, parce qu'au final il finit 8ème du classement, ce qui est décevant par rapport à ce qu'il a fait. Et quand vous regardez à partir du Grand Prix de France, c'est catastrophique sa fin de saison. C'est vraiment très dur de défendre sa fin de saison. Et j'ai envie de dire que de toute manière, si t'enlèves le bon résultat de Misano et le Grand Prix de Catalogne, sa saison se joue quand même sur 4-5 Grands Prix, quoi. Après derrière, il n'y a pas grand chose. C'est frustrant pour Quartararo, il devra trouver la solution sur cette Yamaha, retrouver des sensations, retrouver de la confiance. J'ai l'impression que les vacances vont lui faire du bien. Il fallait vraiment qu'il parte en vacances là, parce que c'était un peu compliqué pour lui.
Et puis l'objectif ensuite, c'est de repartir sur des ambitions toutes neuves et repartir vraiment sur un Grand Prix de meilleure, enfin sur des courses de meilleure qualité et sur une saison surtout plus constante, parce que là, c'est vrai que quand vous êtes capable de jouer les victoires, mais en même temps d'avoir du mal à finir dans les points, c'est un petit peu compliqué en termes de constance, et un champion du monde, il est obligé de finir dans les points très régulièrement. On l'a encore vu avec Joan Mir. Morbidelli, encore très solide. C'est vraiment l'homme de la fin de saison, Franco Morbidelli, encore plus que Joan Mir. Avec Jack Miller, c'est des concurrents qui ont vraiment très très bien fini. On serait presque à regretter le fait qu'il ne monte pas chez Yamaha ou dans une autre équipe. Mais il a été très solide. Il a vraiment couru pas loin de la perfection. Et puis ils ont trouvé des réglages sur cette Yamaha 2019 qui fait que depuis Misano, il était très à l'aise sur sa machine. Hein. Il y a vraiment eu un changement à partir de Misano pour Franco Morbidelli. Il finit quand même. Et puis le Grand Prix également d'Autriche. Non, le Grand Prix d'Autriche, il avait fini 15e. Mais à partir de Saint-Marin, et quand vous regardez à partir de Motorland, il est tout le temps très performant. Donc c'est vraiment un bon Grand Prix qu'il a réalisé. Il y a vraiment de très très belles choses sur sa saison. Dommage, il y a 3 abandons. Mais il y a 3 résultats blancs, mais il y a vraiment une constance. Et comme il dit, c'est enfin découvert. Et c'est vrai que Franco Morbidelli en MotoGP, ces 2 premières saisons, c'était vraiment pas ça. Et là, on a enfin trouvé un pilote de qualité et compétent. Donc ça fait du bien de voir ce pilote-là au top niveau. Et c'est peut-être la relève italienne, parce que Dovizioso et Rossi sont quand même pas tout jeunes. C'est vrai que Franco Morbidelli, c'est peut-être enfin la relève qu'on attend en MotoGP. Alors il y a Banaya, mais qui a quand même été très irrégulier cette année. Bastianini, pour l'instant en MotoGP, il n'y a toujours pas de contrat. Donc Morbidelli, ça a été vraiment, je trouve, la bonne trouvaille cette année et la belle révélation de l'année pour le pilote italien. Autre confirmation cette année, c'est Miguel Oliveira. Grand Prix incroyable. J'ai pas grand chose à dire sur la course de Miguel Oliveira, à part mener de bout en bout avec une maîtrise totale. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui sont capables de le faire. Il m'a fait penser à du Grand Marquez. Il a géré sa course, mais d'une main de maître. Alors que tu le sentais imperturbable. Sur les derniers tours, il ralentit un peu. Ça change rien son pilotage. Il gagne avec une avance quand même assez phénoménale, 3 secondes 1, et encore, il ralentit. À un moment, il avait 4 secondes 5 d'avance. Ça m'a rappelé Fabio Quartararo lors de la 2e course à Jerez. C'est quelques courses où il y a eu des dominations assez incroyables. C'est vrai qu'il a été il était une jambe au-dessus de tout le monde. Il avait cette capacité à tourner beaucoup plus vite que ses adversaires. Et quand vous êtes dans cette situation-là, intouchable, c'est compliqué. Il tourne 1/10 plus vite que Jack Miller. Il fait le meilleur tour en course, c'est de la pole. Victoire, c'est le week-end parfait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Leader en EL1 aussi. Voilà, phénoménal Oliveira. Et l'année prochaine chez KTM, ça sera un prétendant aux victoires. Parce qu'il arrive déjà à être performant chez Tech 3, donc chez KTM... Dans l'équipe officielle, ça devrait être très 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 solide, le petit Oliveira. On passe au classement finaux de ces championnats du monde. De toute façon, on reviendra dessus, bien entendu, lors des bilans. Joan Mir, donc champion du monde. Devant Morbidelli, vice-champion du monde. Et Alex Rins, 3e avec 139 points. On retrouve ensuite Andrea Dovizioso à égalité avec Paul Espargaro, 4 et 5 avec 135 points. Puis Maverick Viñales à égalité avec Jack Miller du côté de la 6e et de la 7e place avec 132 points. Et puis Fabio Quartararo, donc simplement 8e, 2 points devant Miguel Oliveira, qui a 2 victoires, et Nakagami 10e, Johann Zarco est 13e, pas très loin, 1 point seulement derrière Danilo Petrucci. Rossi 15e, assez décevant cette année. Et puis le dernier pilote titulaire toute la saison, c'est Iker Lecuona. C'est Tito Rabat avec simplement 10 points, mais avec une Ducati
très vieille. Et puis du côté du classement équipe, bien entendu, c'est Suzuki qui est titré devant Petronas et KTM. Ducati 4e, devant Pramac 5e, Yamaha 6e, très décevant pour le team officiel, 7e Tech 3, 8e LCR, 9e Repsol, avec simplement 101 points pour le team officiel Honda. Et puis on retrouve Avintia qui ne finit pas dernier devant Aprilia. Très belle performance de l'équipe Avintia et surtout de Johan Zarco. Et puis du côté du classement constructeur, c'est Ducati qui remporte ce titre. Devant Yamaha et Suzuki, on retrouve KTM et vous voyez, les 4 premiers se tiennent en 21 points, ce qui est assez incroyable. Et puis derrière, 5e Honda qui n'a jamais été dans le coup. Et puis 6e Aprilia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis surtout, c'est pas fini pour l'année 2020 au niveau de la MotoGP, parce qu'on fera les bilans équipe par équipe de cette saison 2020. Allez, ciao ciao sur la Mag Production.